très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, une fois de plus dans ce nouveau numéro de 40 minutes de vérité que nous avons bien sûr le plaisir de vous le présenter. Pour ce nouveau numéro, la justice est au centre de notre sujet. Comment créer le développement de notre société et surtout comment arranger notre classe politique sur le plan judiciaire. Nous sommes là avec Maître Kyunga Nzatsi. Et avec lui, nous allons un peu parler de la justice et surtout du développement de notre société. La société congolaise, bien sûr. Bonjour, maître. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, il y a certains qui traitent notre justice de n'importe quoi. Vous, en tant que maître, comment jugez-vous notre justice? Bon, la justice congolaise, il faut l'avouer, a un problème. Pourquoi? Parce que la justice fait partie de la société congolaise. La société congolaise elle-même ayant des difficultés, les répercussions de ces difficultés ou les répercussions de cette déliquescence se répercutent sur tous les secteurs de la vie et notamment la justice. Donc, et lorsque il y a des problèmes au pays, la justice, qui est une partie des activités du pays, ne peut pas se porter comme dans les meilleurs du monde. Donc, effectivement, il y a des problèmes dans la justice congolaise. Il y a aussi un problème, puisque est-ce que vous fonctionnez normalement? Bon, la justice fonctionne. Mais, comme je venais de le dire tout à l'heure, les personnes qui animent cette structure, qui sont dans cette société, qui sont en train de vivre les difficultés que nous avons au pays, ben, ils se comportent comme tous les Congolais. C'est-à-dire, lorsque il est à son poste de travail, mais puisque il n'est pas dans le meilleur des conditions, eh ben, son travail, n'est-ce pas, empathie. C'est-à-dire, il ne peut pas rendre le meilleur de lui-même, parce que lui-même, déjà sur le plan social, il a des problèmes. Là, vous voulez quand même vous confirmer cette hypothèse selon laquelle, on dit notre justice est plus corrompue. Il n'y a plus cette justice-là équitable qui se passe au niveau de la société. Bon, la justice, effectivement, a des problèmes. Il y a des problèmes en justice parce que certaines décisions qui sont rendues, malheureusement, nous sommes obligés de le dire, ne reflètent pas la vérité. C'est-à-dire, à la place de dire que un papier est tout blanc, un juge peut dire le papier est noir, selon qu'il a été influencé, soit par de puissance d'argent ou par de puissance politique. Ça, ce sont des réalités, on ne peut pas s'en cacher. Donc, notre justice n'est pas libre. Bon, moi j'ai toujours dit ceci. L'indépendance de la justice ou la liberté de la justice doit commencer par le magistrat lui-même. Parce que les textes existent dans ce pays. Les textes existent qui donnent l'indépendance à la justice. Mais maintenant, le problème qui se pose, qui doit appliquer ce texte? C'est le magistrat lui-même. Or, généralement, ils n'ont pas le courage d'appliquer ce texte-là. Donc, ils se laissent influencer par, comme je venais de dire tout à l'heure, soit de la puissance politique, soit de la puissance financière, ils se laissent influencer. Parce que lorsque vous avez un texte qui vous met à l'abri, il vous faut appliquer ces textes-là, quitte à voir la réaction qui va survenir. Mais généralement, les magistrats n'ont pas le courage. Parce que sous d'autres cieux, nous avons vu un magistrat prendre une décision, même contre un homme politique, même contre un monsieur qui est puissamment riche, mais le juge prend sa décision. Mais cela n'a pas quand même de l'impact sur votre conscience. Pourquoi vous ne prenez pas peut-être votre responsabilité, dire, malgré qu'il y a le biceps de billets verts, de l'argent, mais je décide quand même
Qu'est-ce qui vous empêche au moins? Bon, ce qui est vrai, nous ne pouvons pas dire que dans la justice, tout le monde est corrompu ou qu'il n'y a pas de juges qui savent dire le droit comme il se doit. Donc, ça dépend d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui ont de la personnalité, des juges qui ont de la personnalité, qui ont eu des fois des intimidations, soit de la puissance politique, ou même qui ont été tentés par la puissance d'argent, mais qui sont restés fermes sur leurs décisions. Donc, ces juges-là, ils existent, ces magistrats-là, ils existent dans ce pays. Et aujourd'hui, pensez-vous qu'il y a un moyen pour changer toute cette histoire-là, que la justice recouvre au moins son indépendance dans notre pays? Bon, moi je pense que les problèmes que nous avons dans ce pays et que tout le monde décrit, c'est le problème de la sanction. Il faut que la sanction arrive. Il faut que la sanction soit appliquée. Lorsqu'une personne enfreint les règles, il est sanctionné, cette personne est sanctionnée. En ce moment-là, ça va appeler à plus de conscience aux autres. Bon, malheureusement, la sanction ne vient pas. Généralement, il y a de la complaisance dans la personne qui doit sanctionner. Bon, je prends un exemple simple. Nous, par exemple, l'avocat, vous avez plaidé une affaire. La loi dit, en matière pénale, le jugement doit être prononcé dans les 10 jours. S'il y a certaines difficultés, il peut y avoir une rallonge avec autorisation du président de la juridiction de 5 jours. Donc, en maximum 15 jours, une décision pénale doit tomber. Mais dans les faits, on arrive des fois qu'une décision pénale soit prononcée après 2 mois, 3 mois. Et tout ça pourquoi? Puisque vous n'êtes pas indépendant. Mais bon, maintenant là, c'est le chef de la juridiction qui devrait sanctionner les juges. Pourquoi vous devez prononcer une décision après 3-4 mois, pendant que la loi vous dit c'est en 15 jours maximum? En matière civile, par exemple, le jugement doit être prononcé dans les 30 jours. Si pour certaines raisons le juge n'est pas prêt, il demande une autorisation à son chef de juridiction qui peut prolonger les délais de 15 jours. Donc, maximum 45 jours, une décision en matière civile doit être prononcée. Mais il arrive que 6 mois après, il n'y a pas de décision. Bon, vous saisissez le chef de la juridiction qui est censé sanctionner son juge, il ne le fait pas. Alors, les juges vont continuer sur cette lancée-là. Parce que si les chefs sanctionnaient les juges pour ce type de manquement, les autres juges reviendront au bon sentiment pour dire non, tel collègue a été sanctionné parce qu'il a prononcé sa décision largement au-delà du délai requis par la loi. En ce moment-là, la conscience revient. Parce que c'est la sanction qui amène la conscience. Mais quand il n'y a pas de sanction, tout le monde se complaît tout le monde se met dans la complaisance. Et on continue comme ça. C'est ça que tue notre justice et même le pays. Vous avez quand même suivi la destitution du président de l'Assemblée provinciale, Roger Ting. Vous l'avez suivi. Je viens de suivre. Est-ce que c'était légal? Puisqu'aujourd'hui, il est allé quand même saisir la justice. Question de revendiquer, puisque c'est comme s'il y a eu une mémoire là-dessus. Quel est votre commentaire par rapport quand même à la démarche qu'il est en train de... En tant que juriste, je ne peux pas donner des appréciations sans avoir tous les éléments du dossier. Je n'ai pas suivi cette assemblée. Je viens simplement de voir à la télé, sur une bande défilante, qu'il vient d'être destitué. Je n'ai pas suivi la motion. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Je n'ai pas suivi les débats. Donc, il m'est difficile de dire est-ce que cette motion est légale, régulière ou irrégulière, c'est difficile. Mais de toutes les façons, c'est dans son droit, s'il estime qu'il y a eu vice de forme, s'il y a eu des incohérences, c'est son droit d'aller devant le cours des tribunaux pour se faire établir dans ce droit. Donc, en ce moment-là, il reviendra au juge saisi
n'est-ce pas, d'examiner la régularité d'abord de la motion, la régularité de la procédure. Un gouverneur destitué suite à une certaine mégestion peut quand même être éclairé en justice avec des conséquences après. Oui. Le cas par exemple de l'ex-gouverneur du Kassai central, Alex Kandé, qui est éclairé en justice maintenant par le député provincial. La loi a prévu tous ces mécanismes-là. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Donc toute personne qui est reprochée d'un certain comportement peut être légalement traduite en justice. Et pensez-vous que cette fois-là, la justice sera moins indépendante pour rendre le verdict comme il se doit? Mais vous savez, la justice elle est indépendante. Moi, j'ai toujours dit, la justice est indépendante. Ce sont les gens qui animent la justice qui, dans leur tête, des fois, ne se sentent pas indépendants. Mais la justice est indépendante parce que les textes sont là. Les textes disent, la justice est indépendante. Et il y a toute une panoplie de textes qui protègent les juges. Mais c'est lui maintenant qui doit appliquer ça. Mais moi, j'ai toujours dit que les problèmes de notre justice, c'est dans la tête du juge qu'il n'y a pas d'indépendance. Il faut que le juge, d'abord, dans sa propre tête, se dise que je suis indépendant. Et que je veux dire les droits comme il se doit. Mais si lui-même, déjà, ne se sent pas indépendant, ce n'est pas le texte qui va le rendre indépendant. Parce que c'est lui qui devrait appliquer les textes. Mais quand déjà, dans sa tête, il a des doutes, il a des réserves, il a la frousse. Non. Mais on doit avoir des hommes courageux qui prennent des décisions conformément à la loi, et puis on verra. Parce que si vous avez pris une décision qui est bonne, qui est conforme à la loi, et qu'on sanctionne, en ce moment-là, au moins vous prendrez la population à témoin. J'ai dit le droit, mais dans la plupart des cas, qu'est-ce qu'on entend? Ah non, bon, maître, je dois garder ma profession, j'ai des enfants. Ça, pour moi, c'est un défaitisme. Vous avez des enfants, mais si vous êtes dans vos droits, allez jusqu'au bout de la logique. Alors, c'est ça énorme. Il y a certains qui condamnent, même la population congolaise aujourd'hui condamne notre justice. Il y a eu le premier dialogue. Deuxième dialogue, non-organisation des élections, décembre 2016, probablement aussi décembre 2017. Quelle est la place de la justice congolaise à la résolution de la crise politique dans notre pays? Bon, la justice congolaise, ou la justice tout court, n'est pas là pour résoudre la crise politique. Non. Les politiciens doivent résoudre leur crise eux-mêmes. Vous, chers magistrats ou quoi, vous avez eu à interpréter l'article 70 de la Constitution pour dire que le président de la République doit rester en fonction jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Et vous avez induit le pays aujourd'hui dans des situations compliquées. Non, ça c'est une mauvaise vision des choses. La Cour constitutionnelle n'a fait que dire ce que dit la Constitution. Parce que notre Constitution n'a pas prévu un mécanisme tel que si le président arrive à faire un mandat, qu'on n'a pas organisé les élections, il doit quitter le pouvoir. Ce n'est pas prévu dans notre Constitution. La Constitution n'a pas laissé de vide. La Constitution dit il faut que la personne qui est au pouvoir reste jusqu'à ce que son remplaçant sera élu. Même après 50 ans. Non, mais qui a parlé de 50 ans? Ça, c'est ce que les gens disent. Mais la loi n'a pas dit ça. Mais nous sommes devant un fait aujourd'hui qu'il n'y a pas eu élection. Mais on ne va pas détruire les pays ou s'arracher les cheveux à cause de ça. Pensons que nous tous, nous sommes en train de suivre ce que fait la CENI. Il y a eu l'accord quand même signé le 16 octobre à la cité de l'OIA. L'accord signé le 31 décembre 2016 à la SENCO. Aujourd'hui, on est presque nul puisque tous ces accords-là n'ont pas résolu les problèmes. Que pensez-vous en tant que maître? Vous pensez qu'il peut y avoir encore un autre moyen pour résoudre quand même la crise politique en RDC aujourd'hui? La seule solution, c'est aller aux élections. On doit aller aux élections parce que le problème, c'est quoi? Lorsque les gens vont dans les dialogues, ils ont derrière la tête certaines idées préconçues qu'ils veulent faire passer. Nous, se dire, c'est une guerre de positionnement. C'est une guerre de positionnement, tout simplement. Lorsque les gens sont allés à la cité de l'OIA,
certaines personnes se sont retrouvées. Ceux qui ont estimé qu'ils ne se sont pas retrouvés ont exigé un autre dialogue. Et voilà ce qui justifie le dialogue de la Cinco. Bon, maintenant, en allant à la Cinco, il y a certaines qui se sont retrouvées, certaines personnes qui se sont retrouvées, d'autres non. D'où la difficulté. C'est-à-dire, ces accords-là, on les personnalise. C'est là où c'est mal parti. On les personnalise. Donc, pour certaines personnes, si telle a telle fonction, en ce moment-là, on a respecté les accords. Si on nomme tel autre, on n'a pas respecté les accords. Mais même si or, la loi où les règles sont impersonnelles. Quand on prend une loi ou une règle, c'est impersonnel. On ne prend pas une loi par rapport à une personne. Mais la difficulté que nous avons dans ce pays, effectivement, c'est ça. Depuis la transition, on prend des lois en tenant compte de certaines personnes. C'est pour ça que ça ne marche pas. Pendant la conférence nationale souveraine, la plupart des décisions qui ont été prises l'ont été contre le maréchal Mobutu. Donc, vous voyez que ce sont des lois prises sur mesure. C'est ainsi que ça ne marche pas. Aujourd'hui, on prend encore d'autres lois sur mesure. Donc, en fait, des lois qui sont orientées contre certaines personnes. Des lois qui ne peuvent pas survivre à l'usure du temps. Or, une loi doit être générale et impersonnelle. En ce moment-là, même 100 ans après, 200 ans après, on peut toujours l'appliquer. Mais lorsque vous prenez une décision en visant une personne, ça ne marche pas. D'où la guéguerre que vous voyez ici, Rassop. Certaines parties estiment qu'ils sont le vrai Rassop et d'autres c'est le mauvais Rassop. Tout simplement parce qu'on a personnifié les décisions qui ont été prises à la Cinco. Et ça, c'est mauvais. Mais est-ce qu'ils n'ont pas raison? Puisque le vrai rassemblement, quand même, c'était connu. Il s'est rassemblé à l'immédiat. Et il y avait quand même l'autorité morale, le fait président Etienne Tshisekedi qui n'est plus. Mais ceux qui sont partis là, est-ce qu'ils sont les vrais? Ils pouvaient valablement représenter les peuples, selon vous, en tant que juriste, puisqu'il y a eu quand même amalgame dans cette histoire-là. Bon, d'abord, ce qu'il faut regretter, les amis qui sont allés à Genval faire le rassemblement, ils n'ont pas pris des précautions pour constituer une structure solide. Comment expliquer que de hautes personnalités de cet acabit-là, qui sont allés à Genval, ils créent une histoire sans texte? C'est ça le problème. Le rassemblement créé à Genval n'a aucun texte. Pas de statut, pas de règlement d'ordre intérieur. On est allé, on s'est retrouvé, on a signé une liste de présence, et puis on est parti, c'est le rassemblement. Le vieux est là, nous sommes autour de lui. Et puis lorsque le président Tshisekedi meurt, c'est la débandade. Maintenant on se rend compte qu'il n'y avait pas de texte. Parce que s'il y avait des textes dès le départ, on ne serait pas là-bas. Parce que s'il y avait un texte, le texte aurait dit qui est le président du rassemblement, comment est-ce qu'on remplace le président du rassemblement en cas d'empêchement, décès ou démission. Vous voyez, il n'y aurait pas de problème. Mais ils se sont retrouvés sans texte. Conséquence, aujourd'hui, chacun met en exergue ses sentiments. C'est ça la difficulté. Il n'y a pas de texte. Or, les personnes censées qui se retrouvent dans une association, dans un regroupement, doivent avoir un texte qui le conduit. Le rassemblement n'a pas de texte. C'est ainsi qu'aujourd'hui, personne ne peut dire quel est le vrai rassemblement, quel est le mauvais rassemblement. Aujourd'hui, c'est la position de force. C'est ça le problème. Vous pouvez dire, parce que, bon, si on parle de cette logique-là de Genval, bon, mais qui a dirigé les rassemblements en son temps? Qui ont été les personnes désignées pour gérer les rassemblements? Tous ceux qui ont été désignés pour gérer les rassemblements à l'air qu'ils sont morts. Celui qui est resté, c'est Bruno Tshibala.
qui étaient les porte-paroles depuis Genval. Vous voulez confirmer l'hypothèse selon laquelle, tel qu'il avait dit, qu'il est le doyen de l'opposition pour l'instant avec 36 ans d'expérience. Bon, doyen de l'opposition, ça je ne pourrais pas le confirmer parce que si lui a 36 ans, je ne sais pas le vieux Gizeng en a combien. Parce que le vieux Gizeng, il est de l'opposition aussi. Bon, et lui il est dans la lutte depuis 64, donc je pense que s'il y a un doyen, c'est le vieux Gizeng. Mais le problème, c'est que les personnalités qui sont allées à Genval, qui ont été désignées, il y avait un président du conseil des sages, il y avait un vice-président du conseil des sages, il y avait un rapporteur, un porte-parole. Les autres étant décédés, le porte-parole qui est resté vivant, c'est l'actuel Premier ministre Bruno Tshibala. Alors, peut-on honnêtement dire que lui, aujourd'hui, il ne peut pas représenter le rassemblement? Parce qu'il a été à la genèse du rassemblement. Il a été désigné par ses pairs à Genval. La logique aurait été que chacun mette de l'eau dans son vin, qu'ils se mettent ensemble. Parce que moi j'estime que personne ne peut se dire plus rassemblement qu'un autre. Ils auraient dû se mettre ensemble et trouver une solution. Mais, comme on est dans la guerre de positionnement, chacun estime être plus rassemblement que l'autre, bon, ils sont allés en ordre dispersé. Et ceux qui étaient plus malins et qui ont joué mieux, ils sont aujourd'hui au pouvoir. C'est ça le problème. Vous les encouragez apparemment. Alors, aujourd'hui... Non, je constate qu'ils sont au pouvoir. On ne peut pas les nier. Aujourd'hui, il y a quand même une situation qui se passe. L'UDPS limité, l'UDPS qui est dirigé par Kabound, en tant que secrétaire général, hier, ils ont quand même fait leur mémo pour soutenir la lettre des 6 sénateurs. Vous l'avez suivi, je suis sûr. Les 6 sénateurs qui demandaient au président Donald Trump d'accentuer la pression sur les autorités congolaises. Est-ce sur les plans juridiques, cela peut avoir de l'importance? Non, bon, moi personnellement, je suis vraiment un anti-pression extérieure. Ça, je ne peux pas soutenir. Pourquoi? Les Américains, ils n'ont qu'à s'occuper des Amériques. Ils ont beaucoup à faire là-bas. Les Congolais sont assez matures pour régler leurs problèmes. Bon, ce que j'ai toujours fustigé dans le comportement de l'homme politique congolais, c'est justement cette espèce d'enfantillage là. Je constate que depuis 60, on n'a pas grandi dans ce pays. Chaque fois qu'on doit décider sur notre pays, il faut aller appeler l'étranger. Pourquoi? Pourquoi dans les autres pays, quand ils font des rencontres ou même c'est pas moi, des conclaves ou des concertations, ils n'appellent pas les étrangers. Nous avons vu à Brazzaville ici, ils ont eu des négociations, il n'y avait pas d'étrangers. Au Rwanda, il n'y avait pas d'étrangers. Et un peu partout ailleurs en Afrique, il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a qu'ici, où par manque de confiance mutuelle, dès qu'il y a un problème, non, il faut qu'il y ait un expert international. Mais quand l'expert international vient, on est en désaccord. Mais c'est pas donc moi j'estime que les sénateurs américains, ils n'ont rien à foutre dans les affaires du Congo. C'est aux Congolais de trouver des solutions à leurs problèmes. Vous êtes parmi ceux qui soutiennent le référendum, alors si je comprends bien. Bon, soutenir le référendum ou pas, je n'y réfléchis pas. Pour l'instant, moi je demande qu'on aille aux élections. Mais moi, cette façon de faire, d'aller faire les porte-à-porte à l'étranger, pour demander à des fonctionnaires des pays étrangers de vous soutenir, vous, hommes politiques, moi je trouve ça trop bas. Je trouve ça trop bas. Quand il y a des problèmes en Europe, pourquoi on n'appelle pas les étrangers pour aller régler les problèmes? C'est là où les Congolais devaient devenir matures. La Belgique a fait près de 2 ans sans gouvernement. On n'a pas vu les Américains aller là-bas intervenir. Pourquoi vous ne vous entendez pas? En Italie, ils ont toujours l'habitude de faire tomber leur gouvernement. On n'envoie pas des experts internationaux là-bas. Et pourquoi nous qui nous disons indépendants, chaque fois qu'il y a un problème, on prend sa valise, on voyage, on va voir tel. Non.
On doit avoir de la dignité. Alors aujourd'hui, le pays est bloqué. Il y a cette crise-là, on ne sait pas comprendre. Qu'est-ce qui va arriver après le 31 décembre 2017? Sur le plan juridique, il y a encore des problèmes. Il y a Katumbi qui doit rentrer, un homme libre. Il y a des Diomi qui sont encore arrêtés. Il y a tant de trucs pour vous. Comment résoudre cette crise? Bon, mais moi je pense que la crise, les hommes politiques ont trouvé la solution à la 5 ans. Non, mais jusqu'à-là, c'est aller encore aux élections. Non, vous avez suivi les abbés. Les abbés ont dit clairement, pour dire, ils sont contre un troisième dialogue. Et puis, ils ont soulevé un peu pour dire, l'accord signé au secrétaire diocésain souffre encore de sa mise en œuvre. Est-ce que vous pouvez quand même confirmer cette hypothèse-là? Non, moi je ne confirme pas. Je ne confirme pas. L'accord est en train d'être appliqué. Selon vous. Mais selon votre interprétation. C'est ça la logique. Parce que les problèmes, justement, la personnalisation des choses. Si la Cinco a des idées derrière la tête pour dire que pour eux, pour que l'accord soit appliqué, il faut qu'on nomme un tel, ben ça, c'est faire fausse route. Parce que aujourd'hui, le Premier ministre qui gère le gouvernement congolais est du rassemblement. On le plaide d'un dissident. Un dissident par rapport à quoi? Dissident par rapport à quoi? Il est secrétaire général adjoint de l'UDPS. Il est radié de l'UDPS. Mais non, mais qui a qualité pour radier quelqu'un? C'est ça aussi le problème. Jean-Marc Kabound, Félix Tshisekedi, Bruno Tshibala ont tous été nommés par le président de l'UDPS qui est Feu Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, il n'y a pas encore un président à l'UDPS. Il faut aller au Congrès pour finalement désigner le nouveau président. Comme il y a encore. Mais il y a statut quoi? Non, c'est le texte. C'est le secrétaire général qui assume encore. Oui, mais le secrétaire général peut-il révoquer un secrétaire général nommé sur la même décision que lui? Est-ce que vous pouvez concevoir que le Premier ministre puisse révoquer un ministre? Ça ne se fait pas. Parce qu'ils ont tous été nommés par le président de l'UDPS. Donc, jusqu'à preuve du contraire, à ma connaissance, Jean-Marc Kabound, Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS, Félix Tshisekedi, secrétaire général adjoint, Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint. La logique voudrait qu'ils organisent leur congrès, qu'on désigne le nouveau président de l'UDPS. C'est ce nouveau président qui va installer les nouvelles structures. Mais comme nous avons fustigé tout à l'heure, nous n'avons pas la culture du respect des textes. Et je constate malheureusement que ceux qui crient trop au respect des textes, eux-mêmes ne respectent jamais les textes. Alors, comment on va, je ne suis pas de l'UDPS, mais je me pose la question, comment peut-on faire partir Bruno Tshibala? Comment? Donc pour vous, Bruno Tshibala fait encore partie de l'UDPS? Il fait partie de l'UDPS. Mais qui peut le faire partir? Parce que Félix Tshisekedi est secrétaire général adjoint comme lui. Jean-Marc Kabound est secrétaire général. Ils ont tous été nommés par le président de l'UDPS. Bon, qui maintenant peut le révoquer? C'est la question. Qui peut révoquer Jean-Marc Kabound aujourd'hui? Personne. Mais si c'est comporté donc, mal, il gère les affaires courantes. Et quand on gère les affaires courantes, on ne peut pas prendre des décisions extrêmes telles que révoquer des gens au nom. Alors, jusqu'au Congrès. Quelle solution pour apporter un bon développement de notre pays et surtout faire ce que tout se passe dans de bonnes conditions, surtout qu'on attend encore les élections, comme vous l'avez dit, pour résoudre la crise? Le développement du Congo, il y a plusieurs paramètres pour y parvenir. Plusieurs paramètres. D'abord, nous devons penser à un plan global de développement du pays. Ce plan-là a toujours fait défaut. De deux, nous devons reconvertir notre économie. Cette économie extravertie ne nous aide pas à avancer. Et de trois, ayons la culture de l'application des textes et de la sanction. Donc c'est à ces prix-là que notre pays décollera. Mais si nous continuons à violer les textes, si nous continuons à nous complaire à une économie extravertie, nous allons patauger. Nous allons patauger et nous aurons difficile à atteindre les objectifs du développement et même l'émergence dont nous parlons. Donc il faut vraiment de la rigueur
pour y parvenir. Maître Kunga, vous étiez invité de notre journal. Aujourd'hui, le peuple a quand même un petit mot à cette population-là qui vous a quand même suivi. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de votre passage sur notre plateau? Bon, moi j'appelle le peuple congolais au calme et à la sérénité et qu'on attende les élections. On attend les élections parce que ça ne sert à rien de faire de la violence. La violence engendre de la violence. Et avec la violence, on ne développera rien. On n'atteindra rien. Donc, nous devons être sereins, attendre les élections et désigner de bons responsables, malheureusement. Mais nous, malheureusement, nous désignons les gens qui nous ont donné un tricot ou une bière. C'est ça le problème. Et après, on se plaint. Il faut qu'on désigne les gens qui sont capables de travailler avec amour pour ce pays et qui en ont la compétence. Mais malheureusement, les élections, peut-être on développera ça dans une autre émission, parce que les élections, ce n'est pas toujours la meilleure façon de désigner les gens, parce que finalement, c'est tout le monde qui peut arriver comme ça aux affaires, même sans expérience, mais parce qu'il est populaire. Faute de temps, je devais quand même vous poser une petite question, mais je pense que notre directeur technique va quand même nous accorder. Comment faire un bon choix? Ah, mais ça c'est la grande question. Comment faire un bon choix? Les bons choix, à quelques secondes avant. Oui, les bons choix en principe devaient tenir compte des compétences intellectuelles et morales du candidat, ainsi que de son programme. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Chez nous, d'abord, intervient la donne ethnique. Quand on va aux élections, il est d'où? Ah, s'il est de chez moi, je vais lui donner le voix. Ça, c'est le premier critère. Deuxièmement, bon, est-ce que j'ai eu un tricot de lui? Est-ce que j'ai pris une bière? Est-ce qu'on m'a fait un cadeau d'une montre ou de ceci? Voilà. Alors, avec cette façon de choisir, nous pouvons envoyer n'importe qui. Par exemple, au Parlement. Parce que tel est populaire, on l'envoie au Parlement. Mais je crois que la population constate qu'il y a beaucoup de parlementaires qui n'ont jamais pris le courage de monter à la tribune. 10 ans durant, il n'a jamais été à la tribune. Il n'a aucune proposition à donner, il ne sait pas faire un débat, aucune discussion. Tout simplement, ils font de la figuration. Mais ils ont eu beaucoup de voix. Parce que le peuple choisit mal. J'espère que les partis politiques doivent donner cette éducation civique pour que les gens sachent qui voter, comment choisir. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Maître Kunga Nzati, je pense que c'était un plaisir quand même de partager ces moments avec vous. Et merci à notre directeur technique qui était derrière la caméra, d'été Sami Sumbu. Et merci à notre grand frère Richard Malolé qui nous a assisté pour cette émission. Et nous vous fixons rendez-vous pour le tout prochain numéro avec le même réel plaisir. Et surtout, restez branchés sur votre chaîne. Oui, merci.